Ben, c'est la fonction de M. Test. C'est-à-dire, c'est une hypothèse de réduction de l'auteur qui a été mise au point, au fond, par Valéry assez jeune et qui a continué à se développer tout au long de la vie et de l'œuvre de Valéry. Enfin, c'est un report, disons, d'une fiction minimale, bon, qui est l'écrivain sans la personne, si l'on peut dire. Alors, c'est l'idée de départ qui vient, qui se pointe très, très sensiblement dans le beau texte de Valéry. Enfin, pour moi, j'aime pas beaucoup la poésie de Valéry, à vrai dire. On a appris des choses, mais on en a appris un petit peu par cœur. Ce sont les proses et les essais qui sont, me semblent, plus intéressants et là que la syntaxe est la plus précise et la plus, comment dire, la plus poétique d'une certaine façon, parce qu'elle ne requiert pas de preuves à ses démonstrations. Et donc la première apparition, je crois, m'a-t-il semblé, au fond de M. Test, est dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, qui est Valéry. Il ne parle pas tellement de Léonard de Vinci, mais il dit, au fond, imaginons un homme, c'est-à-dire une organisation intellectuelle, qui serait un auteur. Et l'auteur, l'écrivain, n'est pas l'homme qu'il est. Par conséquent, les indiscrétions biographiques, en quelque sorte, n'ont pas prise sur sa pensée, enfin, sur la découverte et l'importance de sa pensée. Donc, c'est une tentative qui a été, je crois, intéressante, de constituer quelqu'un, quelque chose, c'est-à-dire une organisation qui supplée à l'auteur, puisque l'auteur n'est pas un être spécifique, n'est pas un être spécial, mais le Monsieur Test, qui est en quelque sorte l'ombre, si on peut dire, de l'auteur, est cet être spécial, mais il n'a pas de vie, il est dépourvu de vie, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, c'est la seule fiction que Valéry s'est autorisée. Enfin, bon, c'est une fiction négative, si l'on peut dire. Et ce personnage, en même temps, pour le lecteur, est très intéressant parce que, comment dire, c'est un mannequin transitionnel. Bon. C'est un corps de lecture. Voilà. Donc le lecteur, je ne suis pas le seul d'ailleurs, enfin bon, assez jeune, j'ai été très fasciné par ce personnage, ce faux personnage, bon, auquel Valéry prête un semblant de vie de temps en temps pour, au fond, pour animer cette espèce de loque, enfin, si l'on peut dire. C'est un par-dessus mis au vestiaire, c'est tout ça. La vie ne passe pas en lui, évidemment. Il a tué en lui la marionnette, etc. Il n'a pas de passion, il n'a pas d'affect. Voilà. C'est un schéma intellectuel, en quelque sorte. Et je ne suis pas le seul à avoir éprouvé ceci, au fond, pour m'être dit, quand j'étais jeune homme, enfin, assez très jeune homme d'ailleurs, au fond, je voudrais être Monsieur Test. C'est-à-dire vivre le retrait de la pensée. Voilà. Et le reste n'importe pas vraiment pour ce qui peut être, je ne sais pas, disons, mettons une œuvre, enfin, si l'on peut dire. J'en ai parlé récemment à quelques amis, dont une femme assez connue, femme poétesse, etc., qui m'a dit « Ah, tu as raison, mais moi, quand j'étais jeune,
voudrait être Monsieur Test. Bon. Donc c'est quelque chose qui m'a plu beaucoup pour différentes raisons. D'abord, il n'y avait pas, disons, d'implication, d'affect, de sollicitation d'affect de type romanesque, enfin, dans cette figure, hein, qui est en même temps une absence de figure. Hein. C'était dit, je suis un homme de verre, enfin, c'est-à-dire entièrement transparent. Et c'est un des termes, des thèmes ou termes qui reviennent assez fréquemment chez Valéry. Enfin, il y a le diamant, c'est le prisme qui contient en lui-même une part d'obscurité, évidemment, et dont les facettes tournent. C'est tantôt clair, tantôt obscur. Au fond, c'est un texte. Voilà. Et donc, il y a ce jeu de mots sur texte, et testis, qui est le témoin, évidemment. Donc, c'est l'ombre qui accompagne, au fond, le travail, mais le travail solitaire. Enfin, la solitude est une chose qui a été très importante chez Valéry, au fond, chez tous ceux qui travaillent. On ne travaille pas en groupe. Quand on est écrivain, on a besoin de... Enfin, on crée une sorte de solitude, une sorte de désert. Bon. Alors, moi j'avais repéré une apparition d'un monsieur qui s'appelait Test chez Balzac. Il y a eu une occurrence, je ne sais plus où, mais il passe très rapidement. Il est possible que Valéry les chopé comme ça au passage, que ce soit revenu, enfin, plus ou moins inconsciemment. Mais enfin, ça lui permet en même temps des choses très, très précises et très cohérentes par rapport au travail, aux écrits qu'il a, aux ébauches, des essais sur le rêve, qui sont des choses très importantes. Un point de vue assez anti-freudien, qui est justement... et puis, il y a une question très importante qui est la démultiplication des corps, enfin des trois corps, etc. Puis il y a un quatrième corps, qui est un corps imaginaire qui lie ensemble tous ces corps. Au fond, c'est le corps fantomal, enfin en quelque sorte, de la pensée qui vient, en quelque sorte. C'est ça qui est très beau dans ce test. Et en même temps, je dois dire que ça... Jeune homme décidant, au fond, de faire ça plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire pas une carrière publique, pas une carrière diplomatique, pas une chose comme ça. Test nous confortait à la fois dans la nécessité de la solitude, de la pensée. Hein, la pensée n'est pas un travail de discussion entre plusieurs, enfin, c'est quelque chose qui s'élabore et voilà, à quoi il faut laisser du temps et donner beaucoup d'énergie. Et puis, en même temps, il y avait cette figure qui était une interposition entre le personnage et la vie, entre l'écrivain et la vie. Et je crois que c'est... Moi, j'ai aimé ce test-là parce que, comment dire, c'était une école, enfin, c'était une discipline. C'était une école de rigueur. C'est ça qui m'a plu. Et ça a été un entraînement. Alors, si on psychologise Test, évidemment, on arrive à des choses apparemment comiques ou tragiques. Enfin, c'est la figure d'Alceste, évidemment. Bon, c'est le misanthrope qui veut
vivre dans son désert, mais qui veut vivre avec ses limens, c'est-à-dire avec tout l'esprit de la cour, enfin, avec toute la séduction de la duchesse, enfin, mais dans son désert, c'est-à-dire tout simplement la campagne. Le désert, ça veut dire la maison de campagne, enfin, au siècle de Louis XIV. Et puis c'est un instrument d'optique très, très important, je crois, c'est-à-dire c'est comme la loupe grossissante dont parle Proust, enfin, qui promène sur les détails, sur les personnages, et qui fait, en effet, ces excroissances de syntaxe et ces phrases indéfinies et dont on ne sort pas parce que ce sont des fumées d'opium, à vrai dire. Ce sont ce qui est important, c'est le mirage, et c'est c'est l'invention, c'est le génie du détail en quelque sorte. Le test est pareil, c'est-à-dire au fond, il vient couper quelque chose, c'est une glace, c'est un miroir froid, ça, et c'est aussi la nuit de l'encrier de Mallarmé, qui est reprise chez Valéry, dont il parle tout à fait dans un texte très beau, qui est le retour de Hollande, enfin, où il avait été pour voir les lieux cartésiens, bon. C'est-à-dire s'assurer en quelque sorte de la consistance sur place, enfin, en humant l'air, enfin, du moi cartésien, mais il s'est aperçu que le moi cartésien, enfin, il n'y a pas de moi cartésien, il dit mais ce moi c'est un lui, tout simplement. Il rentre, enfin, par le train, les trains d'autrefois qui brinque-ballait, chahutait, etc. Il regarde le paysage qui petit à petit s'efface parce que la nuit vient et il se voit dans cette vitre, mais il se voit déformé avec des formes, de l'eau qui coule, etc. Enfin, il est dans l'encrier, en quelque sorte, enfin, comme un poisson dans un verre d'eau, dans un bocal. Enfin, bon. Alors, il y a évidemment des choses très cruelles, enfin, très méprisantes dans ce que prononce M. Teste. Enfin, il ne peut pas vivre avec les autres et les autres le considèrent comme un monstre, enfin, un monstre de solitude. C'est une formule qui a été reprise par Blanchot. L'écrivain est un monstre de solitude. Et alors, son entourage, évidemment, réagit. Enfin, il y a la lettre de Madame Teste, Émilie Teste, au curé, enfin, etc. Pour lui, je suis comme n'étant pas. Enfin, quelquefois, il m'appelle chose, être, etc. Bon. Alors, tout ça est doublé par des œuvres réelles, notamment par Montfaust, enfin, écrit par Valéry, qui est l'idée d'écrire un troisième Faust, enfin, bon, dans lequel Faust est aux prises non seulement avec Méphistophélès, mais avec une personne qui est la vie, qui n'est plus Marguerite, mais qui est la dame de verre, qui est sa secrétaire. Voilà. Et il est troublé par cette femme qui est la séduction même et qui ne comprend pas cette organisation hyper dénuée d'affect. Elle le trouve même en le touchant, en posant sa main sur son bras. Et à ce moment-là, il perd le fil de son raisonnement, de ses phrases, parce que la vie le sollicite à ce moment-là. Bon, il y a quelque chose de très beau là, et très proche aussi de fictions qui sont avec lesquelles Valéry n'était pas très
très familiers, enfin, qui sont des contes allemands, dont celui de Hakim von Arnim, qui est Peter Schlemihl, enfin, l'homme qui a perdu son ombre, qui a vendu son ombre au diable, en quelque sorte. Il y a un pacte avec le diable qui est dans l'ironie et dans l'humour de Valéry, évidemment. Il a vendu son ombre. Voilà. Il doit vivre dans la lumière. Bon. Mais je veux dire, dans la pleine lumière, parce que sous les feux de la lumière, il ne faut pas que l'absence d'ombre apparaisse. Alors, bon, il réussit à racheter son ombre parce que le marché qu'il a passé avec le diable était truqué. Mais la vente de son ombre, c'est-à-dire de la partie négative de lui-même, a été le prix du succès. Il y a ça qui fait partie de l'angoisse de Valéry, et je dois dire même très certainement de sa souffrance existentielle et de sa souffrance sociale. C'est évident, c'est des choses que je sais. Je pense toujours à autre chose. Je pense toujours à autre chose. Je pense toujours à autre chose.